moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. L'information en temps réel, temps réel. Yes. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la team en vous abonnant, en cliquant sur la cloche de notification, en tout cas pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. C'est le but de la chaîne. Ici, on partage des histoires de vie, comme vous savez. On parle de nous, on parle de nos expériences, gaies ou malheureuses. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager votre expérience. Cette chaîne, comme j'insiste, n'est pas une chaîne thriller où nous sommes là que pour parler des malheurs. Nous sommes là aussi pour parler de nos réussites. Donc, quand vous avez des belles vies, des victoires dans vos vies, n'hésitez pas à me contacter pour partager et encourager les personnes qui sont peut-être dans la détresse, qui ont besoin d'un encouragement et de l'espoir. On n'a que des malheurs. Merci beaucoup à vous tous qui n'avez pas hésité à partager la vôtre. Aujourd'hui, nous avons une histoire d'une maman qui nous vient de loin. Cette histoire nous vient du Canada. Elle nous vient de Montréal. Merci, maman Hortense, pour ta confiance, pour ton partage. Notre maman nous a appelés pour nous raconter l'histoire de sa famille, qui est une histoire qui, je pense que la plupart d'entre nous, nous comprenons quand même un peu la culture africaine et nos traditions, qui parfois ont eu des influences néfastes sur nos vies. Elle dit, Kabibi, je vais te parler de ma famille. Parce que dans ma famille, je suis la seule, on va dire presque la seule, qui me suis en sortie. Notre maman nous raconte son histoire. Merci, maman. Bon, il y a beaucoup de choses dedans. Elle dit son histoire ne commence pas par elle. Son histoire commence par ses grands... Non, pas par ses grands-parents. Par ses arrière-grands-parents. Arrière-grands-parents. Pourquoi? Donc, le papa de son grand-père, c'est son arrière-grand-père, non? Donc, le papa de son grand-père, c'était un domestique à l'Équateur, au Congo-Kinshasa. Donc, le papa de son grand-père. Lui, il était domestique, travailleur, comment on dit, employé de ménage, à la maison. Il faisait le ménage. Son grand-père, là, il était employé de maison chez les prêtres catholiques colons. Les colons, les gens, ils sont venus coloniser le Congo, les Belges. Ils étaient allés jusqu'à l'Équateur. Donc, ces prêtres-là, ils avaient besoin des gens pour nettoyer, arranger l'église, arranger leur maison, leur couvent, des sœurs et tout ça. Leur grand-père travaillait là-bas. C'était un Mungala, à l'Équateur, dans la ville de Lissala. Chez les Bangala là-bas, on a recruté les grands-pères, il est devenu homme de ménage. Il exploitait. Comme il était dévoué, et à cette époque-là, les gens qui fréquentaient les colons étaient considérés comme nobles, étaient considérés comme des gens, parce que les gens leur avaient appris à parler français. Parce qu'à la base, à l'Équateur, ils ont leur langue traditionnelle, leur langue maternelle, ils parlent leur langue. Donc, lui, il parlait français. Et les colons, là, lui ont appris à écrire. À écrire quand même que patron, je ne suis pas content ou je suis content ou merci beaucoup, là. Ça veut dire que lui, il était intellectuel, il était instruit, il était mis à part, il était distingué. Donc, son arrière-grand-père a été formé par les colons. Il était tellement dévoué, il travaillait tellement bien que les colons, là, les prêtres, lui ont dit que, est-ce que tu as des enfants? Ils lui ont demandé, tu as des enfants? Il dit oui. OK.
La faveur qu'on va te donner, c'est de prendre tes enfants, comme on a maintenant des écoles catholiques à Kinshasa. Là-bas, à l'Équateur, je ne sais pas s'il n'y avait pas d'école, ou des écoles, ou le collège, hein, pour les grands. Ils lui disent qu'on va prendre tes enfants qui sont déjà scolarisés ici pour les envoyer à Kinshasa, aller faire des vraies études dans les grands lycées. Parce qu'ils venaient de finir de construire les Athénées de la Gombe. Vous voyez les grands lycées que les colons ont construits au Congo-Kinshasa. Qui sont les seuls valables jusqu'à aujourd'hui, vraiment. Vous ne pouvez pas construire des lycées, vous aussi. Il n'y a que les privés qui se débrouillent à faire des écoles. Mais les vrais lycées, que tu regardes la construction comme ça, c'est ce que les Belges ont laissé. Donc, ces colons-là, ils ont envoyé les enfants de son arrière-grand-père. Donc, on a envoyé son grand-père. Son grand-père, on les a envoyés à deux, à Kinshasa. Les colons les ont envoyés à Kinshasa à leur charge, les prêtres, qui allaient étudier. Ils sont arrivés logés à l'internat et tout ça, ils étudiaient à Kinshasa, la capitale du Congo démocratique. Quand ils arrivent là-bas, ils sont à l'internat, donc ce sont ce qu'on appelle les favorisés. Ils apprennent le français, ils sont habillés par les colons, tout est pris en charge. Ils étudient, ils terminent, ils ont les bacs. Ils sont donc ceux qui ont réussi. Quand ils ont les bacs, on les gère, on leur demande qu'est-ce que vous voulez faire. Son grand-père était intelligent. Son grand-père a dit qu'il veut faire pilote. Tellement qu'il était avec les Blancs. À l'époque, là, c'était les enfants des Belges, les Belges colons qui étaient dans les écoles comme ça. Donc, pour qu'on t'envoie là-bas, ça veut dire qu'ils avaient déjà distingué là-bas l'Issala. Ils étaient intelligents. Donc, ils parlaient français belge. Les Français, là, quand c'était Léopoldville, Kinshasa. Il a dit, son grand-père a dit qu'il veut faire pilote. On a mis son grand-père à l'école de pilotage. Son grand-père a étudié. Son frère aussi a étudié. Son grand-père, c'est son grand-père ou c'est son père? Voilà. Ouais. Son grand-père, là, quand il a fait l'école de pilotage, il a terminé, il est devenu copilote. Les copilotes des pilotes belges. Son grand-père a les photos, imaginez un peu. Il a les photos noir-blanc. Avec les Belges dans les avions, les pilotages, ils sont en train d'aller découvrir les Katanga, ils sont en train de voler les minéraux là-bas. Donc, son grand frère était à côté des Belges, piloter les avions. Ça veut dire que son grand-père, c'était comme un intellectuel, quelqu'un de valeur. Quand il a terminé, le salaire qu'on lui payait en tant que pilote, il a acheté les terrains. Donc, ce n'est même pas des crédits. On les favorisait tellement. Il était comme un blanc, en fait. Il était noble, il était fier, il était quand même. Donc, il a eu des terrains à Kasavubu. À l'époque, là, des Belges, on lui a donné des terrains à Kasavubu. On lui a donné des terrains. Bon, il achetait à moins cher. À Matete. Et tout ça parce que c'était des quartiers où les Belges construisaient. Et lui, il était considéré comme un Belge presque. À l'époque, là, normalement, on devait leur donner la nationalité belge. Parce qu'on leur apprenait les flamands comme deuxième langue et tout ça. Son grand-père, vraiment, c'était un instruit, un intellectuel. Donc, il a eu des grands terrains à Kasavubu et des grands terrains à Matete. Il a construit, il était pilote, copilote. Son grand-père, là, vu qu'il avait l'argent, il s'est marié. Il s'est marié à la grand-mère. La grand-mère, une fille de l'Équateur, une fille de l'Issala, bien formée pour aller au mariage, s'occuper des grands-pères. Avec la grand-mère, ok, avec la grand-mère, ils ont eu 7 enfants. La grand-mère, là, elle avait beaucoup d'autorité parce que déjà, son mari était copilote des Belges. Tout le monde voulait lui voler son mari. Vous savez comment l'Afrique est, non? Tout le monde, quand on voit ton mari, regarde l'argent, on va te le laisser. Tout le monde ouvre les gros yeux, veut prendre ton mari, partager. Donc, c'était une femme de caractère, donc comme dit Elombe, une vraie femme mungala de l'Équateur. Donc, la dame, là, quand elle est arrivée au mariage, elle a pompé ses 4 garçons et 3 filles. Bon, on va revenir aux 4 garçons, là. Elle a mis au monde ses enfants. Parmi ces enfants-là, elle a mis au monde son père, le père de notre sœur Hortense qui nous a appelés. Quand elle a mis au monde son père, en sachant que les Bangala, la tribu Ngala, c'est le système patriarcal. Ça veut dire que la bénédiction va sur les garçons. Les filles, on va les épouser, elles vont porter le nom de leur mari. Elles vont aller où? C'est leur problème.
Donc, les enfants qu'on considère descendants, ce sont les enfants des garçons. Ça veut dire que la bénédiction de la maman, la grand-mère, arrière-grand-mère que je vous dis, non, sa grand-mère, ouais, est allée sur ses fils. Elle a béni vraiment ses fils à l'ancestral. Parce qu'elle venait de l'Issala. Elle venait de l'Équateur. Mais elle les a accouchés à Kinshasa parce que son mari était noble. Son mari était copilote. Vous avez l'argent. Donc, elle, son papa, est né dans une famille de bourgeois. Parce que son grand-père était pilote, intellectuel. Maintenant, le grand-père, là, quand il a eu l'argent, son papa, qui était domestique des colons, il est resté à l'Issala là-bas. À l'Issala, le grand-père là, qui était le domestique, domestique là, c'est un terme congolais. C'est comme ça qu'on appelle les personnes qui font les ménages au Congo-Kinshasa. Ah, toi aussi. Était homme de ménage. Son papa qui faisait le ménage chez les colons là-bas à l'Issala, hein, il avait beaucoup de terrains. Donc, même l'arrière-grand-père est riche à l'Équateur parce que lui, c'était direct, coup direct comme ça avec les Belges. Il avait les terrains. Donc, c'est un bourgeois qui a eu un enfant, deux enfants qui sont allés à Kinshasa, qui ont fait des études. Celui-là a réussi, l'autre aussi a réussi. L'autre est copilote, mais l'autre, on ne va pas parler de lui. Ce n'est pas son grand-père direct. Donc, le papy, là, au village, déjà, il est patron beau gosse. Ses fils sont des patrons beau gosses à Kinshasa. La femme, là, est la femme d'un patron beau gosse qui a du caractère. Elle a tapé 4 garçons. Elle les a bénis à l'ancestral. On va revenir à la bénédiction, là. Quand elle a accouché ses 4 fils, ils ont commencé à grandir. Le papa, là, qui a réussi, ils étaient partis à Kinshasa à 2 pour faire les études. C'est eux que les colons avaient pris. Mais ils avaient des frères et sœurs. Donc, quand ils sont devenus des patrons, ils ont fait quoi? Ils ont fait venir leurs frères, les enfants du arrière-grand-père bourgeois. Il y avait beaucoup d'enfants, c'est un Congolais quand même. Ils ont fait venir leurs frères à Kinshasa. Donc, leurs frères, là, ils étaient quand même allés à l'école là-bas à l'Équateur, mais quand ils sont arrivés à Kinshasa, tellement que son grand-père avait l'argent, qu'il avait les terrains, les maisons, il a construit à Kinshasa, il a calé Kassavoub, il a calé Matete. À l'époque, là, il y avait les maisons des Belges. Quand ils sont arrivés à Kinshasa, ils sont devenus des ambianceurs, des soulards. Parce que leur frère a l'argent. Vous voyez les gens qui se promènent, c'est eux qui ont commencé le système que je suis la sœur de Kabibi, tu te promènes avec le nom de Kabibi, je suis le frère de Intel. C'est eux qui ont commencé ça à Kinshasa. Donc, ils étaient les frères du copilote. Et ils ne foutaient rien. Boire la bière, l'alcool, les femmes. L'ambiance. Elle dit, tous les cousins, les frères de mon papa, à Kinshasa, ils ne faisaient rien. Ils engrossaient les femmes et tout ça. Donc, finalement, les parcelles là, les maisons de son grand-père qu'il avait acheté, il avait construit ces maisons. Ça s'est rempli de ses frères et leurs femmes. C'est devenu des parcelles familiales. Parce qu'il ne foutait rien. Et tout se comptait que sur lui. Ils ont évolué. Son papa est né. Chez son papa, ils sont 4 garçons, 3 filles. Donc, les filles, là, n'ont aucune bénédiction. La grand-mère qui avait des caractères, ne les a pas bénies. Elles savent qu'on va les épouser. Elles vont partir dans les familles de leur mari. Quand son papa grandit, son papa, c'est l'enfant d'un riche. C'est l'enfant d'un copilote. Son papa grandit et tout ça à Kinshasa. Il fait des études, enfant gâté, chez nous, papa a la voiture et tout ça. Son papa, quand il a 14 ans, il commence à se prouver à lui-même qu'il est l'enfant des riches. Toutes les filles qui passent devant lui, il attrape. Il joue avec. Il joue avec les filles comme il veut. Le papa, la copilote, a dit, attends, moi, mes cousins sont venus du village ici, ils n'ont pas d'essence, ils habitent chez moi. Ils sont rien du tout. Maintenant, mon fils veut commencer aussi la même vie parce que, le papa de notre sœur est l'aîné chez eux. C'est le premier fils du copilote. Le copilote a vu que son fils commence à ressembler à ses cousins et frères qui sont venus de l'Issala qui foutent rien. Il a dit jamais. Toi, tu ne peux pas jouer au fils gâté parce que toi, tu es mon descendant direct. Tu dois être quelqu'un, un monsieur dans la vie. Tu dois étudier. Ils ont commencé à les serrer. Papa, tu as trop d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il a eu 16 ans, le papa copilote a appelé son papa à lui, qui est le domestique, hein, le travailleur des colons, même s'il avait déjà pris l'âge. Mais vous savez que les gens faisaient les enfants très jeunes. Donc, il appelle son père à l'Équateur pour lui dire que mon fils ici a le comportement de mes cousins, je ne veux pas. Comme toi, tu es dur, tu as l'éducation des colons, je te l'envoie, va les dresser pour moi. On a pris son papa,
On l'a renvoyé à l'Équateur. On l'a envoyé parce qu'il n'était jamais parti là-bas. Il était né à Kinshasa. On l'a envoyé à l'Équateur chez son grand-père, descendant des colons, formation colon. Quand il arrive là-bas, la vie l'a dépassé. Le grand-père l'a serré. Lui aussi, il a dit, tu crois quoi? Tu n'es qu'un papy. Toi, tu as peur des Belges. Moi, je suis l'enfant d'un riche à Kinshasa. Tu me sers, je vais aller à l'école. Mais moi, je vais te montrer que je suis un Mungala. Le papa, là, quand il est arrivé, à 16 ans, il a commencé à taquer toutes les filles du village, là. Lui, il parlait français de Kinshasa. Il était l'enfant d'un copilote. Il avait des bonnes photos. Et il avait les manières de la ville. Elles, c'était les filles de l'Issala. Ça a attrapé les petites villageoises, là. Il est parti tomber sur une fille qui était la fille d'un pasteur protestant. Ça veut dire que eux, ils sont les enfants d'un monsieur qui travaillait pour les prêtres, colons prêtres. Donc, ils sont catholiques chez eux. Croyances catholiques et tous. Oui et amen. D'abord, son papa, même, on lui a payé des études par les catholiques. Maintenant, son fils va sortir avec la fille d'un protestant. Les protestants et les catholiques, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que c'est contre. Donc, lui, il part attraper la fille du pasteur, le grand pasteur de l'Issala, un protestant. Il va convaincre sa fille, lui vient de Kinshasa, son papa est copilote. La fille, là, vous voyez les filles aussi. La fille avait 16 ans, lui, il avait 17 ans. Ils partent s'amouracher là-bas entre enfants en cachette. Ils savent pas que, comme ils savent que personne ne va les voir, on les a attrapés comment? La fille est tombée enceinte. La fille tombe enceinte à 16 ans, le garçon a 17 ans. Oh là là. On vient informer au grand-père domestique des colons que ton petit-fils ici qui vient de Kinshasa a engrossé la fille du pasteur. Aïe, le grand-père est dépassé. Il dit l'enfant ici a fini toutes les filles du village jusqu'à aller toucher la fille du pasteur de l'Issala. C'est très, très grave parce que le pasteur là est influent. Il a l'argent. C'est eux qui ont commencé protestants. Et il appelle son fils copilote à Kinshasa. C'est comment? Ton fils ici a fait des dégâts. Il est parti me chercher un adversaire lourd. Il est parti enceinte la fille d'un pasteur lourd. On fait comment? Le papa et la maman là qui a beaucoup d'autorité dit pardon, pardon. Charge-les dans l'avion, retourne-les à Kinshasa. Parce que la façon que tu expliques le papa de la fille là, c'est trop compliqué. Remets-les d'abord à Kinshasa. Ça veut dire que la fille du pasteur protestant est enceinte. Lui, il est rentré à Kinshasa. Le temps que le pasteur se réveille comme ça, il vient chercher les audiences chez les grands-pères domestiques des colons. Là, les garçons sont déjà partis à Kinshasa. Scandale. Donc, vous avez fait fuir votre fils. Pourquoi il est rentré à Kinshasa? Il étudiait ici. Ça a commencé les problèmes. Le papa là était influent. Le papa là aussi, les grands-pères, comme il est descendant du colon, il a des caractères. Finalement, ils se sont pesés. Ils n'ont pas eu de solution que de s'entendre. Quand ils s'entendent là, ils disent, OK, nous sommes des Bangala. Votre fils, c'est vrai, c'est lui son premier. C'est lui qui a abîmé sa vie parce qu'elle allait à l'école et tout ça. Il a abîmé la réputation de son papa, qui est quand même pasteur protestant. Donc, on doit s'arranger pour qu'il l'épouse. J'ai parlé avec mon fils copilote à Kinshasa. Il a dit que son fils termine d'abord les études. Parce que son fils, là, il n'a que 17 ans. Ce sont les enfants qui jouaient derrière les murs. Ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas de votre faute. Les enfants ont abîmé. Donc, cette fille-ci doit accoucher. Nous, on prend notre responsabilité. Mais le monsieur qui l'a engrossé, c'est un élève. Il n'a même pas de baccalauréat. Son papa copilote a dit qu'il termine les études. Après, on va voir ça. Ils se sont dosés. La fille est restée tranquille chez eux avec espoir. C'est comme ça que cette fille-là est partie accoucher maman Hortense qui m'a appelé du Canada. C'est Hortense qui était dans le ventre de sa maman. Quand on accouche Hortense, la maman de Hortense, elle est protestante avec son père. Le papa, il est descendant catholique, mais il est à Kinshasa. On accouche Hortense ici, à l'Issala, à l'Équateur. Chez son grand-père qui est protestant, qui a beaucoup d'argent. Sa maman, on la remet aux études pour qu'elle passe aussi les bacs, mais ça devient un bac avec bébé. Donc, Hortense et sa maman, elles ont une différence de 17 ans, parce qu'elle a accouché à 17 ans, et son papa avait 18 ans. Là où il est rentré, tellement qu'il avait fait une bêtise là-bas à l'Issala, il a engrossé une fille. Il est arrivé à Kinshasa, il était dosé. Il a étudié, il a eu les bacs. Quand il a le bac, son papa copilote est quand même content que ouf. L'enfant ici me stressait trop, je ne pensais même pas qu'il allait avoir les bacs. Il a devenu seulement alcoolique, hein, comme mes cousins. Dieu merci. Le grand-père copilote le prend, le met à l'Institut supérieur. Elle ne m'a pas dit lequel, elle a dit Institut supérieur.
On le met là-bas, il fait les études. Institut supérieur, au Congo-Kinshasa, c'est 3 ans. Ça veut dire qu'il étudie encore 3 ans. Elle, Hortense, elle est à l'Issala, à l'Équateur, avec sa maman. Sa maman a pu aussi obtenir un bac, mais elle est restée fille-mère à la maison, fille des pasteurs, la honte. Les pasteurs ont justifié, prêcher, époumoner pour dire que c'est le diable. Quand tu es homme de Dieu, c'est le diable qui vient attaquer ta maison. Elle est restée là-bas jusqu'à ce que Hortense ait 5 ans. Quand lui, il a terminé, il a eu son diplôme, hein, on va dire son diplôme universitaire, on va appeler ça comme ça. Quand il a son diplôme, son papa est copilote. Son papa est comme une autorité au Congo. Elle dit son papa, il était même l'ami avec la famille présidentielle de Mobutu. C'était déjà Mobutu à l'époque là qui commençait. Donc, tu vois, ce sont les Bangas, là, les gens de l'Équateur, là, vrai là. Donc, son papa était bien connecté. Quand il termine les études, son papa le prend, le met à la société ici, Sotraz. C'est ça? C'est lui, non? Son papa le met à la société Sotraz, en sachant que notre sœur, Hortense, qui m'a appelée, elle est née en 1976, à l'Issala, en 1976. Son papa, son grand-père, lui donne connexion, travail à la société Sotraz. Sotraz, c'est la société des bus. Mobutu avait mis la base, faisait des bus à l'époque, là il y avait des bus vraiment organisés, on peut dire comme, pas SNCF, mais comme les bus organisés, vous voyez les sociétés, compagnies de bus, transport public, on le met là-bas, donc il a l'argent, le papa commence à se retrouver, quand il a un petit salaire, le grand-père copilote, parce que le papa habitait chez eux à Kasavubu, non? Là où le grand-père habitait lui-même, avec toute sa famille, avec ses cousins qui sont venus caler là-bas dans ces différentes parcelles. Le papa regarde, le papy, hein, il a une maison à Matete. Matete, elle me dit, à l'époque, elle dit, Kabibi, toi, tu me dis que Matete, c'est un sous-quartier. Bon, Matete, c'est un sous-quartier. C'est devenu un sous-quartier, on va dire, les années 90 et tout ça. Mais à la base, Matete, quand son grand-père avait acheté, c'est les Belges qui avaient construit là-bas. Les Belges avaient pris plusieurs quartiers, les Lemba, les Matete, et tout ça. Ils ont construit des maisons jumelées, comme on va dire des... Vous voyez les maisons que les colons construisaient là, les maisons, c'était comme des cités. Eux-mêmes, ils habitaient là-bas. Donc, elle dit, Matete, c'était comme ça. Quand son papa, on lui a donné le travail à Sotraz, le papy a donné à son fils une maison à Matete. Une maison vraiment bien construite par les Belges. On lui a donné ça, qu'il a habité là-bas en 1976. C'est comme ça que quand il a la maison, on lui rappelle, petit, toi là, tu avais fait un enfant à l'Issala. Va chercher ta femme, hein? Va chercher ta femme. C'est comme ça qu'on vient prendre sa maman. On l'épouse. La fille du pasteur protestant. On l'épouse avec Hortense ici. Sa maman vient au mariage. Donc, elle a attendu 5 ans après son accouchement. Hortense arrive à Kinshasa à 5 ans. Sa maman est au mariage. Elle tombe enceinte. Elle accouche d'une fille. Quand elle accouche de sa petite sœur, elle est déjà mariée. Elle rencontre la grand-mère. La grand-mère qui est la femme du copilote. Elles se connaissent. Avec son mari, ils habitent à Matete. La grand-mère et le copilote, ils habitent à Kasavubu avec toute la ribambelle des cousins qui sont venus caler là-bas, qui ne boivent que la bière. Qui font les enfants dans les quartiers. La maman d'Hortense, elle a accouché d'un garçon, parce qu'elle a accouché en 1976. Elle est arrivée à Kinshasa en 1981. Elle a accouché en 1982 et elle a accouché en 1983. C'est normal. Ah, c'était les mamans d'avant. J'ai mal accouché. Il faut confirmer ta place. Elle a accouché en 1983. En 1983, là, elle a accouché d'un garçon, Alex. Donc, quand on accouche Alex en 1983, elle, Hortense, elle est de 1976. Ça veut dire qu'elle a déjà grandi. Elle a déjà 8 ans. Oh, c'est 9 ans. Les yeux sont bien ouverts. Elle est née à l'Issala là-bas. Ça veut dire que sa maman, même si elle était enfant des protestants, qu'elle allait à l'école, elle est quand même de là. Les enfants qui sont nés là-bas ont les yeux bien ouverts, on les forme. Enfants de 9 ans, 8 ans, 9 ans. Au Congo, c'est pas comme enfants de 8 ans, 9 ans en France. Et ils y sont trop bébés. Là-bas, tu es déjà grande sœur, bien grande, à 9 ans. C'est comme ça qu'elle me dit, Kabibi.
À 9 ans, moi, j'avais l'intelligence, je voyais tout, je comprenais tout, parce que j'étais grande sœur. Et déjà, entre moi et celle qui me suit, il y a presque 6 ans. Donc, l'autre, c'était un petit. Quand on l'a accouché en 83-84, là, dès qu'il sort de l'hôpital, on lui ramène à la maison. La grand-mère, là, qui a beaucoup d'autorité, qui est femme de copilote, elle habite à Kinshasa, non? À Kasavubu. Elle l'a quitté chez elle. Elle est venue faire 1 semaine chez eux à Matete. La maman d'Hortense n'était pas son premier enfant. Elle avait déjà accouché Hortense et la petite sœur d'Hortense. Donc, Alex, c'est le premier garçon. La grand-mère a quitté chez elle. Elle est venue habiter chez son fils qui est dans sa maison à Matete. Tu vas la chasser comment c'est chez elle. Vous n'avez même pas de maison. Donc, quand elle vient habiter là-bas, elle dit, elle l'a vu de ses propres yeux. Comment je vais expliquer ça, maman Hortense, toi aussi? Ah! La grand-mère a attrapé bébé Alex. Quand il avait 1 semaine là, elle le masse, elle le masse, elle le masse. Vous connaissez les mamans d'Afrique là, masser l'enfant, tirer, bloquer, tout ça. Quand elle termine, elle le met comme ça sur le lit. Elle se met à genoux. Elle prend sa bouche. Elle commence à sucer sa partie intime. Quand elle suce, un bébé d'1 semaine. Hortense voyait ça. Hortense ne comprenait pas. Elle avait inventé la grand-mère. Fait des bisous à la partie intime de mon petit frère. Elle va sucer, quand elle suce là-bas, elle parle. Elle est en train de parler. Elle dit, tu seras un homme à femme. Tu vas marcher dans le monde ici. Les femmes vont te suivre comme des fourmis. Tu seras un homme. Quand tu vas te mettre debout là-bas, c'est la terreur. Donc, la grand-mère parle, la grand-mère là qui venait de Lissala, la femme de copilote. Elle parlait trop. Elle a fait la cérémonie là, matin et soir, pendant 3 jours, sur son petit frère Alex. Et la maman de Hortense, qui l'a mis au monde à Lissala, ne disait rien. Ça veut dire qu'elle était consentante parce que peut-être qu'elles ont la même culture et la même éducation. C'est peut-être les racines, la culture de chez eux là-bas à Lissala. Donc, Hortense a vu, on a fait ça à Alex. C'est terminé. La grand-mère lavait Alex, le tachait, tout ça. La grand-mère a fait 1 semaine, elle est rentrée chez elle. Ils sont restés, mais ça l'avait marqué en tant que petite fille. C'était la première fois qu'elle voit qu'une mamie, une personne me fait des bisous à la partie intime de quelqu'un. Ok. La vie continue à grandir. Après, elle m'a plus parlé d'Alex. Hein. Elle m'a pas dit. Si, elle m'a dit chez eux, ils sont 6. Chez eux, ils sont 6. Mais elle m'a plus parlé d'Alex. Alors, elle ne m'a pas dit la suite, là, si ce sont des filles ou des garçons. Donc, quand ils grandissent, vous comprenez bien qu'elle et Alex, ils ont une différence de 9 ans, 8 ans, 9 ans. Ça veut dire qu'elle est la grande sœur. Le temps qu'Alex ait 3 ans, elle a déjà les 13 ans. Le temps qu'Alex grandisse comme ça, c'est vraiment la grande sœur d'Alex. Elle m'a dit chez eux-mêmes, on ne l'appelle pas par les noms, tellement qu'elle est grande. On l'appelle grande sœur. On l'appelle Yaya. Personne ne prononce son nom. Vous voyez un peu les gens des familles là de l'époque que Yaya, ça veut dire grande sœur. Donc, ses petits frères sont incapables de prononcer son nom. Ils l'appellent que grande sœur, avec tous les respects. Elle dit Kabibi, quand maintenant on grandit, c'est moi la grande sœur. C'est moi qui lave mes petits frères. Je lavais et ma petite sœur. Déjà, ma petite sœur, on a différent de 6 ans, 7 ans. Et le petit là, Alex. Kabibi, depuis qu'il était petit, quand je commençais à les laver, il avait les 2 ans, tout ça là. Poum, son truc est toujours comme ça. Tu laves l'enfant, l'enfant est debout. Bon, je m'en foutais, il était petit, mais comme je n'avais pas aussi de petits frères, je ne savais pas comment le corps des garçons était. Mais j'ai lavé mon petit frère là jusqu'à 6 ans. Quand lui avait les 6 ans là, moi j'avais déjà les 16 ans, 17 ans, j'étais une jeune fille. Donc mon petit frère était toujours à l'attaque. Mon petit frère, quand il se réveille, il est sur moi comme ça, debout. Ah. Je m'en foutais, moi. On était des enfants. La vie a continué. Notre papa, elle dit, tu vois, mon père, il a quitté Sotraz, il a eu d'autres postes, il a eu d'autres travails, notre papa a eu l'argent. Mon père avait 3 femmes officielles. Elle dit, chez nous, nous sommes 11, reconnues. Peut-être qu'il y a des autres que je ne sais pas, mais moi, en tant que grande fille, que je sais que papa les touchait, laissait toucher, goûter les take-away de papa que papa touchait, si je les compte, nous sommes 11. Mais peut-être qu'il y a des balles perdues que je ne connais pas. Elle dit, papa et moi, on a la différence que de 17 ans. Donc, mon papa n'est pas très vieux. Moi, j'ai été vraiment éduquée, encadrée par maman. Les rituels, là,
la grand-mère ne faisait pas ça aux enfants de ses filles. Parce que leurs papas, ils sont 4 garçons, 3 filles. Les 3 filles-là, elles se sont aussi mariées, non? Elles ont eu des enfants. Leurs enfants, la grand-mère ne faisait pas ça parce qu'elle disait que ce ne sont pas ses enfants. Ces enfants-là ont leur grand-mère paternelle qui n'a qu'à venir s'occuper d'eux. Donc, ces rituels-là, c'est du côté de ses fils. Tous ces fils-là qui faisaient les enfants, même dans les quartiers, tout ça, qui n'étudiaient pas et tout ça, elle allait faire les rituels. Donc, elle, comme elle est l'aînée, on l'explique aussi les choses. Elle comprend que c'est leur coutume. Quand elle grandit, elle dit son petit frère Alex, quand il a eu 14 ans, Kabibi, Alex a connu les filles. Elle dit, chez nous, on s'asseyait comme ça, on commence à rigoler. Défilé de mode des filles. Les filles viendront. Tout, bonjour, maman, je cherche Alex. Les filles se battaient dans la rue. Les filles suivaient Alex comme des fourmis. Comme des fourmis, je t'ai dit. Les filles suivaient Alex, les filles suivaient Alex. Donc, la vie d'Alex a commencé à être mouvementée. Imagine, nous, on grandissait à Matete parce que finalement, la maison, là, c'est comme si le grand-père avait donné ça à papa. Papa a eu l'argent. Papa est resté seulement dans la maison de son papa, à lui, qu'il avait donné à Matete. Papa a pris les femmes, installé les femmes, fait les enfants, payé des loyers aux femmes et tout ça. Mais maman était seulement à Matete. Ma mère serrait les cœurs parce que, tu vois, ma mère a attendu papa 5 ans avec moi, là-bas à Lissala. Et maman savait que c'est son mari, la famille lui a donné ces maris-là. Donc, toutes les embryons, là, les femmes là, qui viennent traîner là à côté, pomper leurs enfants, c'est leur problème. Maman a supporté des choses, Kabibi, que je me demande comment elle faisait. Mon père lui a montré de toutes les couleurs. Les femmes venaient se battre devant chez nous. Maman est dans la maison comme ça. Papa viendra avec une femme dans la voiture, il est en train de passer ou quoi. Tu entends qu'une autre femme a quitté, je ne sais pas où, venir taper la femme là qui est dans la voiture. Maman est dans la maison. Les rivales se battent pour ton mari, mais toi, la propriétaire du mari, tu es chez toi. Elle dit, je ne sais pas son cœur là venait d'où. Ma mère a vu de toutes les couleurs. C'est pour ça que je te dis que ce que moi je connais, c'est 11. Mais peut-être qu'il y a des restes que je ne sais pas. Mon père est encore vivant. Donc, ils évoluent comme ça. Elle est tellement bien formée qu'elle rencontre l'amour. Elle rencontre papa Paulin. Elle rencontre son mari Paulin, son fiancé et tout ça, qui l'encadre et tout et tout. Elle dit, elle, quand elle a rencontré Paulin, et ils ont grandi catholiques, parce que tu vois bien que son papa, son grand-père et tout ça, descendants catholiques, et ils ont grandi catholiques. C'est Paulin qui était évangélique. Il allait dans les églises des réveils. Quand ils se rencontrent, notre sœur, par contre, elle est de 76. Donc, cette année, elle m'a dit, elle aura 48 ans. Elle dit, Kabibi, moi, je suis de 76, mais je te dis que dans ma vie, je connais qu'un homme. Tu vois les Paulins, là, tellement que moi, j'étais bien éduquée par ma mère. C'est le seul homme de ma vie que j'ai connu et qui m'a épousée, avec qui je me suis mariée, j'ai les enfants. Je ne connais pas un autre homme dans ma vie. C'est très rare qu'aujourd'hui, vous entendez une fille de 76, depuis qu'elle est née, elle connaît qu'un seul homme. Ça, là, c'est les mamans qui ont peut-être 55 ans, 60 ans aujourd'hui. On va dire, ah, elles avaient eu la chance, hein? À l'époque, là, ils étaient quand même éduqués. Mais une fille de 76, c'est une fille récente. Les filles de 76 font les enfants avec 2 heures, les enfants, 4 papas, 5 papas et tout ça. Elle dit, moi, je connais qu'un homme dans ma vie. Tu vois, le Paulin, là, depuis qu'il m'avait aimé, je l'ai amené chez nous. Comme il était mon frère en Christ, il s'est présenté. Il est devenu mon fiancé. Moi, on est venu me doter, m'épouser, m'amener à la mairie. Je suis allée au mariage jusqu'à aujourd'hui. Je ne connais pas un autre homme dans ma vie. Je ne connais pas une autre vie. Je connais que mon mari Paulin. Notre maman, elle dit, j'étais vraiment une grande sœur, comme on dit, exemplaire. Grande sœur Yaya. Donc, les autres, c'était des petits. Ce sont mes petits frères. Donc, quand elle s'est mariée, imagine, elle, on est venu l'épouser par Paulin et tout ça. Après, la famille de Paulin dit que Paulin va aller en Afrique du Sud. L'Europe, non, l'Afrique du Sud à l'époque, c'était un peu comme l'Europe. Paulin va aller en Afrique du Sud, elle va rester parce que Paulin devait aller en Afrique du Sud. Après, il devait chercher la route pour aller en Europe, puis aller où, en Amérique, aux États-Unis, en Australie et tout ça. Donc, Paulin l'épouse, Paulin part, il la laisse à Kinshasa, dans la famille de Paulin. Bonne fille, la famille l'aime, une bonne fille. C'est comme ça que quand Paulin part, elle dit, Paulin, il est parti en quelle année? Elle m'a donné les années. Ok, ce n'est pas ici. Paulin l'a amené en Afrique du Sud. Je crois que c'est en l'an 2000, si j'ai bonne mémoire.
Elle est arrivée en Afrique du Sud en l'an 2000. Quand elle arrive en l'an 2000, à moins que je me trompe, bref, Paulin l'a amenée en Afrique du Sud. Quand elle arrive là-bas, donc Paulin a fait 2 ans en Afrique du Sud et après, il a fait venir. Quand elle arrive en Afrique du Sud, son petit frère là, il a déjà les 16 ans, les 17 ans. Kabibi. Elle, avant qu'elle quitte déjà Kinshasa, son petit frère, quand il a eu 17 ans, imagine, ils habitaient à Matete. Parce qu'elle est arrivée à Matete à 5 ans. Elle a grandi à Matete. Matete, aujourd'hui, c'est connu comme un quartier chaud. Hein? Ça a vraiment perdu sa valeur et tout ça. Matete, c'est un quartier où il y a beaucoup de gens qui font des sports, les catcheurs, des choses comme ça. Ce sont des garçons très sportifs et des gens très courageux dans la vie, par contre. Hein? Les gens de Matete sont vraiment dynamiques. Donc, elle dit, tu vois, nous, en fait, à Matete, c'est un quartier des gens, comme on dit, des gens éveillés. Les gens de Matete ne sont pas des bleus. Non, 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 non. Il y a des quartiers comme ça où les gens sont éveillés. Kinshasa, il y a des quartiers où les gens sont vraiment éveillés. Donc, c'est vraiment un quartier reconnu à Kinshasa. Elle dit, tu vois un peu, nous, les enfants de Matete. Donc, mon petit frère, là, c'était des sportifs, des gens qui font des sports et tout ça. Donc, mon petit frère, non seulement il était fort, mon petit frère, il avait des copines, mon petit frère, il était connu, mon petit frère. Donc, imagine un peu. Donc là, à cette époque-là, dans leur quartier, avant qu'elle parte en Afrique du Sud, il y avait une dame qui venait de la Belgique, qui venait de Bruxelles, une grande de Matete. Elle a grandi là-bas, les dames là qui sont vraiment éveillées. Mais quand elle venait, elle n'habitait plus à Matete. Elle venait seulement faire son business à Matete. Elle était connue comment? Comme une dame qui venait recruter les filles pour aller travailler dans les vitrines en Belgique. Quand je vous dis que les filles, là, quand on les amène, elles savent ce qu'elles vont faire. Donc, la dame, là, elle avait la connexion. Vous voyez les yaya, là, les grandes, la bandite d'Europe. Elle a vu qu'elle ne peut pas se mettre debout dans la vitrine. Elle a besoin des pions, des travailleurs. Donc, elle venait à Matete, recruter les filles pour les amener travailler pour elle dans les vitrines en Europe. Elle les vendait en Hollande, elle les vendait en Belgique et tout ça. C'était son réseau. Et on ne sait pas qui et pourquoi on est parti parler à cette dame-là de son petit frère Alex. On est parti lui dire qu'Alex, il est très performant. Parce que tu vois les rituels que sa grand-mère lui avait fait quand il était petit. Alex, les femmes se battaient pour lui comme on se battait pour notre papa. C'est comme ça qu'elle sait que la grand-mère là avait fait des rituels sur son propre père. Quand il était venu engrosser sa maman là-bas à Lissala et qu'il sortait avec toutes les filles du village, là, même les illettrés, les bourriques, hein, c'est parce que sa maman lui avait fait ça sur son corps. Donc, Alex, il est chaud lapin. Il sortait avec toutes les filles de Matete. Il était connu. Les filles se tiraillaient pour Alex. Les filles venaient se battre devant chez eux. Donc, la dame là qui vient de Bruxelles, on la met en contact avec Alex. On lui dit qu'Alex est un bon tireur. Alex, vraiment. La dame contacte Alex et lui propose business of money. Elle lui propose l'argent. Elle lui dit, écoute, moi, comme je suis là, je suis dans tel réseau. Ce que je te propose est qu'on commence à faire des films. Les films, là, ça ne se regarde pas au Congo. Est-ce que les Congolais ont du temps pour ça? Les Congolais, ils aiment que les femmes et les épouses les mettent à la maison. Ça, ce sont les films qui seront vendus en Europe. Ça sera brut, ça sera vraiment bio, ça sera vraiment naturel. Ce n'est pas montage parce que toi, tu n'es pas un acteur. Moi, ce que je te fais, je te donne les chéris. Et petit Nangai. Toi, dis-moi les genres de femmes que tu aimes. Moi, je vais te donner ces femmes-là. Toi, tu passes à l'action comme tu es un bon tireur là. Tu tapes ça correctement, on te filme. Alex a 17 ans. Il est impudique déjà à la base. Est-ce qu'il peut dire non? Alex a accepté. Il a accepté. La dame là, elle prenait Alex avec les filles de Matete, les filles même d'ailleurs, hein, les filles qu'elle ramassait à Kinshasa là-bas. Elle les amenait dans des chambres à l'Intercontinental, à l'hôtel Memling, les grands hôtels 5 étoiles de Kinshasa là. Vous voyez une femme qui vient d'Europe, qui entre comme ça. Elle vous dit ce sont ses petits frères et ses petites sœurs, alors qu'elle ne les connaît pas. Elle les fait monter dans la chambre, elle vient d'Europe. Elle branche les caméras, les projecteurs. Elle attrape la fille là. Maintenant, comme ils ne se connaissaient pas, elle faisait quoi? Elle venait, elle les donnait Elle leur donnait ça, l'herbe. Ils vont taper l'herbe et la fille et les garçons, quand ils vont s'attraper là, déjà ils sont impudiques, ils deviennent comme des animaux. Ils vont faire l'impudicité. Donc, comme il se doit, elle va les filmer, elle termine, elle leur donne l'argent. Elle dit, c'est cette dame-là qui a appelé à mon frère à filmer les mauvaises herbes.
Mon frère a commencé à fumer. Fumer et la cigarette et les mauvaises herbes. Et sa tête a tourné, Kabibi. Quand moi, j'ai parti au mariage en Afrique du Sud, Alex, mon petit frère, avait déjà commencé ça. Maman pleurait dans tous les sens. Et Alex, ce n'est plus les filles normales qui viennent se battre. Hein. Ça devient les filles des films. Maman a commencé à vouloir faire arrêter la dame. Tu vas l'attraper où elle vient d'Europe. C'est une fille de Matete, mais qui n'habite plus à Matete. Là, elle habite, il n'y a pas d'adresse. Alex lui-même, il ne sait pas où elle habite. C'est son patron, son boss. Elle vient un coup elle est en Europe, un coup elle est en Afrique, un coup elle fait monter les gens, elle a raclé les filles de Matete et tout ça. Elle fait les films à Kinshasa et tout ça. Elle dit, mon frère, consciemment, que moi je sais, il a travaillé pour la dame là 2 ans. 2 ans que la tête d'Alex a tourné. Alex, même pour avoir des bacs, c'est devenu comme, il n'allait plus à l'école. Il était toujours drogué. On ne les reconnaissait plus. Papa était indigné. Maintenant, imagine, lui, Alex, il se comporte comme ça. Papa a d'autres femmes. Les femmes là qui font aussi des garçons, qui mettent au monde, ça, elles dérangent maman. C'est quand je te dis que ma mère a supporté des choses que je me demande comment elle faisait. Tu es dans un mariage déjà qui ne marche pas et tes enfants aussi te compliquent la vie. Alex, vraiment, le fils aîné des papas. Laisse tomber. C'est comme ça que quand j'arrive au mariage, j'ai fait 2 ans en Afrique du Sud. Ça se passe tellement mal à Kinshasa. J'ai dit, maman, je vais récupérer Alex. Comme il a 19 ans, là même, il ne fait rien. Excusez-moi, il fait que les films, c'est mieux qu'ils viennent ici en Afrique du Sud. Qu'ils viennent, hein, et moi, je vais les serrer. Nous sommes des jeunes, je suis leur grande sœur. Comme ils ont peur de moi. C'est comme ça qu'Alex, hein, on se confie avec les parents. Alex vient en Afrique du Sud. Il vient me rejoindre à Johannesburg. Quand il vient à Johannesburg, Kabibi, mon mari et moi, nous sommes des croyants de l'église pentecôtiste, de l'église, des églises des réveils. Mon mari n'est pas catholique. Moi, j'ai grandi catholique. Maintenant, tellement que moi, j'ai prié avec mon mari dans les églises des réveils, j'en parlais beaucoup à maman. J'ai dit, maman, il faut prier pour lui. Maman, il faut prier pour lui. Parce que c'est devenu vraiment une sœur. Déjà, maman épousée, je ne connaissais pas des garçons. Donc, je suivais mon mari seulement comme un mouton. Je les suivais. Donc, j'ai parlé beaucoup à maman. C'est à cause du comportement d'Alex, de comment Alex a dévié, a changé de route, que ma mère a commencé à prier. Mais Kabibi, je t'ai dit que ma mère et ma grand-mère étaient complices. Elles étaient d'accord quand la grand-mère faisait tous les trucs que je te dis, les bisous aux parties intimes d'Alex. Maman, elle avait la coutume en elle. Elle venait de l'Issala. C'est à partir du comportement d'Alex que maman s'est réveillée. Maman a commencé à chercher Dieu en profondeur. Parce qu'ils disaient qu'ils étaient des catholiques, mais ils n'étaient même pas des vrais pratiquants. C'est vrai que, catholique, on part, baptême, on part, seulement c'est fini, faites des rameaux, c'est tout. Mais ce n'étaient pas des catholiques qui croyaient, c'était des gens qui faisaient la coutume. Donc, elle dit, maman a commencé à prier maintenant dans les églises de réveil, on a commencé à lui prêcher les choses de délivrance, les choses de sorcellerie, des coutumes, les choses de comme si. Maman a commencé à ouvrir un peu les yeux. Ok. Alex vient en Afrique du Sud. C'est un grand garçon qui connaît déjà les femmes et tout et tout. Il arrive, il est chez moi. Je lui dis que moi et mon mari, nous sommes des frères en Christ. Quand il arrive, Alex joue le jeu, il est docile. Il habite chez moi peut-être 4-5 mois, maman. Alex a la barbe comme ça, il a la grosse voix. C'est un homme. Quand il passe comme ça, ça me mettait mal à l'aise. On était un jeune couple. Je commençais à avoir mes enfants. Avec mon mari, on a dit non. Nous, ici en Afrique du Sud, ici, il y a beaucoup de jeunes. On peut le mettre avec d'autres garçons et il commence à partager l'appartement. On va payer pour lui le temps qu'il se débrouille parce qu'il vient d'avoir ses papiers. Hein, tu vois, c'était à l'époque. Il vient d'avoir ses papiers et tout. Qui se cherche quoi? Qui cherche sa vie. Kabibi. On est parti chercher l'appartement, Alex. Elle dit, tu vois, l'Afrique du Sud, là, hein, les femmes, c'est gratos. Si on va dire comme ça. Elle dit au Congo, comme on a grandi, quand un garçon te drague, il doit t'acheter des tissages, s'il y a la fête, il t'achète les habits, il t'amène au restaurant, il paye la facture. Elle dit, les Sud-Africains ne sont pas comme ça. Les Sud-Africains se donnent gratuit parce qu'elles ont leur argent, elles ne demandent pas l'argent. Elle demande que les lits. Maintenant, imagine les Sud-Africains sont comme des chiens au lit. Excusez-moi les termes. Ce sont des femmes chaudes qui n'aiment que ça. Elle, l'homme égal au lit. Parce que l'argent n'a pas besoin de son argent. Elle travaille. Elle-même, elle est indépendante. Elle n'a pas besoin de toi. Même quand vous êtes en couple, elle ne te demande pas ton argent. Donc, si tu es un homme qui est performant au lit, tu vas te taper des femmes à gogo. Elle dit, maman, l'erreur que j'ai faite, on est parti loger Alex avec des jeunes garçons. Alex avait sa chambre. Ah, maman, même l'hôtel, hein, l'hôtel surbooké.
Alex a arrêté de travailler les petits jobs. Parce qu'on l'a sorti de chez nous, il avait un petit job, un faux job là, hein, des jeunes garçons et tout, pour gagner ses 500 €. Il a arrêté les jobs. Son job, c'est devenu entrer dans les femmes. En sachant que, quand il grandissait, toutes les vacances, ils allaient chez la grand-mère à Kasavubu, la grand-mère qui avait beaucoup d'autorité, qui faisait des bisous aux parties intimes de ses petits-enfants. Elle dit, quand nous on allait là-bas, notre grand-mère, elle dit, tu vois, moi, je n'ai pas connu ça ni à l'église, ni où que ce soit, ni à la télé, ni à l'école. Moi, j'ai connu ça chez nous, chez ma grand-mère. On ne va pas appeler ça totem ou interdiction ou quoi. Notre grand-mère nous disait, dans la vie comme nous sommes là, nous les filles, maman, ton histoire là, je vais raconter ça comment. Elle disait à ses petits-fils, comme les Alex, les Patati, tous les garçons là, qui allaient en vacances chez elle, ses petits-fils, que dans leur vie, ils ne doivent jamais faire des bisous aux parties intimes des femmes. Jamais, de jamais, de jamais, de jamais. Si tu fais ça à une femme, cette femme-là va te dominer. Donc, tu es son esclave. Tu es son travailleur. Et elle disait à ces petites filles comme elle là, que dans ta vie, il ne faut jamais donner des bisous à la partie intime de ton mari. Parce que quand tu fais ça, tu prends toute sa saleté. Tu deviens, je ne sais pas quoi, c'est ça, non? Ouais. Parce que, en tout cas, chez eux, c'est interdit. C'est leur grand-mère qui leur avait interdit. Et puis, elle disait à ses petites filles qu'il faut stimuler ton mari à te faire des bisous à toi. Donc, elle dit à ses petits-fils, la grand-mère était trop maligne. Elle interdit à ses petits-fils de faire ça aux filles. Mais elle dit à ses petites filles, et ses filles, que vous, il faut dire à vos maris de vous faire ça. Parce que quand il est en train de te faire ça, toi, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta tête, tu dois faire des prières. Tu dois dire que comme il est là, comme il est mon esclave, il doit me suivre comme un chien. Il doit faire tout ce que je lui dis. Elle dit c'est une forte domination. Et que quand on te fait ça, tu es en train de faire des prières, en même temps, ça va l'attraper. Elle dit Kabibi. Moi, j'ai connu ça, j'avais 14 ans. Tu vois, moi, j'étais grande. J'étais parmi les grandes petites filles. Ma grand-mère m'a bourré le cerveau. Elle a bourré tous mes petits frères là. Alors, je ne sais pas qui applique et qui n'applique pas. On viendra après. Elle dit, maintenant, mon petit frère, je ne connais pas son fonctionnement, mais je connais l'éducation que nous on a eue chez nous. Quand mon petit frère arrive à Jobo, Kabibi, les fourmis, même ses petits, les Sud-Africaines suivaient mon petit frère comme des mouches. Et tu vois comme elles sont esclaves du lit là. Elle lui a mené à boire. Elle lui a mené les drogues. Elle lui a mené tout. Et tu sais que déjà dans la famille de papa, tous ses cousins-là, c'était des alcoolos. À Kinshasa, ils n'ont fait qu'encosser les femmes. Ils habitaient chez les grands-pères, les maisons des grands-pères là, copilotes. Ses cousins, ils ont eu des enfants là-bas, des enfants inutiles, qui ont grandi, qui ont eu l'âge de mon père, qui ont fait des enfants inutiles. Elle dit, chez nous, nous sommes pleins à Kinshasa, mais les gens des valeurs qui sont à compter à bout de doigts. À compter à bout de doigts, je te dis. Donc, quand son frère arrive à Johannesburg, la débauche même est polie. C'est même poli de dire la débauche. Son petit frère a commencé une vie, il a dit, wow, l'enfant va attraper le sida. Tu pars le centre ici, ça sort. Ça ne rentre même pas dans les cerveaux. Son petit frère s'est déchaîné plus qu'à Kinshasa. Elle a commencé à prier. Elle dit, elle a jeûné pour son petit frère pendant 1 an. Pendant 1 an, elle mangeait que le soir, elle vivait que l'été. Donc, elle mangeait que léger. Elle pleurait pour son petit frère parce que la vie de son petit frère l'estomaquait. Ça l'a dépassé elle-même. Sa maman priait à Kinshasa. Elle priait ici. Un moment, j'ai commencé à dire à mon mari, mais qu'il revienne ici. Qui va revenir? Lui-même, il ne veut pas. Il a ses femmes qui payent ses loyers. Son petit frère était mal connu en Afrique du Sud. Elle a prié, elle a eu des enfants. Elle dit un jour, son petit frère lui-même, c'était quoi? Il est parti dans un bar. Il est parti dans un bar, comme il faisait sa vie là de débauche. Il a senti comme si on lui a mis une corde, on a commencé à serrer. On a commencé à lui appuyer les coups. Que maintenant il est en train de tirer une corde invisible. Les gens dans les bars ne comprennent pas. Vous voyez quelqu'un qui est en train de s'étouffer, mais vous êtes en train de boire. Les gens ne comprennent pas. C'est quoi? Son petit frère est tombé. Quand il est tombé, on l'a amené à l'hôpital.
On l'appelle, elle, à 2 h du matin. Les gens, ils sont au bar, ils ne sont pas là-bas à 15 h. À 2 h du matin, elle est en train de dormir. On l'appelle. Oh, ton petit frère, il est ici au CHU. Il est tombé, tout ça. Hein? Elle réveille son mari. Porte-les. Papa, ils arrivent. Elle dit, toute la route, j'étais en train de prier. L'enfant de ma mère. Oh Seigneur, l'enfant, il est venu mourir à mon nom. Ils arrivent là-bas. Son petit frère dans les comas et tout ça. On l'a soigné. Prière. Il s'est réveillé le lendemain. Il lui dit, oh non. Il n'a pas compris comment on lui a mis la corde au cou. On est venu lui attacher le cou en plein bar. Elle dit, ta vie de débauche, tu es parti sortir avec lui. Tellement les Sud-Africains se battaient pour lui. Donc, quand il sort, il fait genre, il a pris conscience. Il accepte de la suivre à l'église. Parce qu'il a peur de la corde invisible qu'il avait vue lui-même. Quand il suit à l'église comme ça, maman, elle suit à l'église seulement 2 mois. Après qu'elle a vu que, je suis bien, il n'y a rien. Il est reparti dans sa vie. Quand il repart dans sa vie, là, il recommence sa vie de débauche. Elle est toujours en jeûne. Cette période, c'est quand elle est en jeûne. Elle prie. La maman dit non. Ramène-le à Kinshasa. Ça ne marche pas. Il est là-bas, ça va faire des années. C'est quelle vie qu'il a? Il va seulement mourir. Il aura le sida. Ramène-moi mon fils. Je ne veux pas que tu l'enterres pour moi. Quand maintenant, elle commence à lui dire qu'elle va le ramener à Kinshasa, son petit frère l'a fui. Coupe contact. Il est grand. Il a les femmes et tout ça. Il a fui. Elle a fait une année de jeûne. Elle a terminé la vie. Le petit frère a déjà fui. Elle a dit gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je t'ai prié pendant 1 an. La réponse que tu m'as donnée, c'est ça. Tout ce que tu fais est bon. Moi, je continue ma vie. J'ai mes enfants. J'ai fait au mieux. J'ai tout donné à mon frère pour le sortir. Je l'ai mené dans la religion et tout et tout. Ah, Bibi, le jeûne est terminé. J'ai commencé ma vie. 4 mois après, je suis chez moi. Ting-tong, c'est quoi? Mon petit frère. Quelqu'un qui m'avait fouillé. Bonjour Alex. Oh, bonjour. C'est quoi? Oh, je suis venue te voir parce que je vais te laisser mon testament. Testament? Oh, comme je suis là, je sens que ma vie est arrivée à la fin. Je vais mourir. Mon esprit n'est pas calme. On me pourchasse, on me poursuit. Comme je suis là, vraiment, vraiment. Donc, il est venu lui dire les adieux. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi dans la vie. En tout cas. Elle est restée, dit Alex. Tu me racontes quoi? Tu veux mourir pourquoi? Oh non, il y a trop de réclamations. Les femmes avec qui il sort font trop de fétiches. Maintenant, ça les trouble, ça les tape au cerveau. Lui-même, sa vie n'a pas de sens. Il est fatigué de sa vie. Lui, il a déjà compris et il sait très bien, à toutes les visions qu'il a vues, c'est qu'il sent lui-même dans son corps qu'il est mort. Il va mourir, donc il est venu lui dire au revoir. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci comme c'est des adieux. Mais comme tu es venu me dire au revoir, viens, on part aussi à l'église, tu vas dire au revoir à Dieu. Parce que je vais te dire quoi? Moi, je suis physique, tu viens me dire au revoir. Alors, comme c'est la mort, c'est non-retour, on part avec toi à l'église, tu peux aussi dire au revoir à Dieu. Tu peux dire aussi au revoir à l'église, au revoir, au revoir. Comme ça, c'est fini. Parce que tu veux que je te dise quoi? Si tu sais que tu as des attaques spirituelles, je t'ai déjà montré l'église. Si tu me dis au revoir, pas dire aussi au revoir à Dieu. Il était dépassé. Elle a appelé son mari. Quand son mari est venu du travail, il raconte. Son mari les fait asseoir de conseil en tant que jeune garçon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, tu restes ici, tu ne pars pas. Comme tu as l'esprit des morts là, des mauvais. Mieux vaut que tu restes ici, je te vois comment tu meurs. C'est moi qui t'avais amené ici. C'est comme ça que son petit frère reste. Elle l'amène dans leur église. Ils partent à l'église. On prie pour lui et tout ça. Elle dit, Kabibi, tu vois les au revoir qu'il était venu me dire là. Je crois qu'il était venu dire au revoir à sa vie ancienne. Tu vois, mon petit frère, comme il avait déjà décidé où il croyait qu'il allait mourir pour ses raisons personnelles, que lui-même, il sait ce qu'il avait vu. Il est venu me dire au revoir, Kabibi, on est allé à l'église. Mon petit frère a fait la repentance sincère parce qu'il était convaincu qu'il allait mourir. Il s'est repenti. Il a commencé à faire ses dernières prières. Ces dernières prières que je te dis là, c'est juste qu'aujourd'hui, il fait que les faire. Elles ne sont pas encore finies. Mon petit frère a changé de lui-même. Donc, le monde des ténèbres l'a dépassé qu'il a compris qu'il va mourir. Il est venu faire la repentance sincère. Il a commencé à prier parce que pour lui, dans sa tête, il s'est dit, ce sont mes dernières prières, mes derniers moments, mes dernières prières. Jusqu'aujourd'hui, il fait que faire des dernières prières, parce qu'il a compris qu'il n'est pas mort. Mon petit frère a arrêté de fumer. Et les drogues, et les diambres, et les cigarettes, et les quoi que ce soit. Le pasteur lui a dit, ok, fais l'abstinence, parce que comme c'était dernier moment, fais l'abstinence, tu pars même au paradis, toi tu vas aller en enfer. Il a fait d'abord, premier remède, c'était l'abstinence. Ce n'était pas facile pour lui parce qu'il était envoûté, il était démoniaque, il avait la débauche et il aimait ça lui-même aussi. Donc, avec les prières, il a commencé à se briser, renoncer à tout ce que la grand-mère lui avait fait. Parce que même quand il grandissait, il était conscient. On faisait ça aussi au petit, non? Donc, chez nous, tout le monde sait qu'on faisait ça. On faisait ça.
Donc, ma grand-mère la disait même à ma mère aussi, de faire à ses petits-enfants, comme mes enfants, moi que j'accouche, ma mère devait venir faire ça. Ma mère avait cette culture-là, mais seulement, moi, je suis l'aînée. Quand je me suis mariée à un évangélique, j'ai commencé à prier et mon petit frère, ça allait mal. Maman a commencé à prier. Donc, maman n'a jamais fait ça à personne. C'est là qu'elle a sauvé notre famille. Sinon, à la base, si elle n'avait pas commencé à prier pour les problèmes de mon frère, maman allait faire ça à nos enfants. Donc, mon petit frère a changé. Et elle a quitté Johannesburg. Ils ont aménagé au Canada avec son mari et ses enfants. Elle a laissé son petit frère à Johannesburg. Elle dit, jusqu'aujourd'hui, mon petit frère dans notre famille, on l'appelle pasteur. Il est devenu comme la référence. Tous les enfants perdus de la famille, là, c'est lui qui les conseille parce que tout ce qu'ils font, lui, il a déjà fait ça. Mon petit frère a fait des films pendant, il ne sait pas là où ça a été vendu. Donc, même aujourd'hui qu'il est prédicateur, peut-être ces films sont regardés, je ne sais pas où. Bon, il a déjà grandi, il a changé, il s'est métamorphosé, mais nous, on le connaît, lui aussi, il se connaît, et puis les gens qui le connaissent, le connaissent. Donc, mon petit frère, comme il est là, il est sur des réseaux sociaux, qu'on ne sait pas la dame là, les films qu'elle faisait, elle vendait ça en Allemagne, en Hollande, en Chine, où ça, on ne sait pas. Elle avait des connexions avec les Blancs. Mon petit frère, on l'a filmé pendant 2 ans. 2 ans, tu vois les acteurs là qui sont comme ça, là, qui ne descendent pas. Les femmes montent, tapent dessus. Là, mon petit frère. Et il ne sait pas là où ça se trouve. Il ne sait pas quel nom on lui avait donné dedans. C'est cowboy, je sais quoi. Il ne sait pas. Il ne sait pas où se vendent ces films. Là, il n'a jamais vu ça. Mais il sait qu'on l'a filmé pendant 2 ans. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu. C'est un homme qui prêche la parole. Il est l'exemple de la famille. Il est délivré. Il est dévoué dans la parole. Pour me raconter cette histoire, elle lui a demandé si elle pouvait raconter son histoire sur les réseaux sociaux. Elle m'a raconté cette histoire parce qu'on a parlé. Vous voyez le garçon qui m'a appelé là de Paris parce qu'il a un problème, je ne sais pas si vous avez regardé l'histoire, avec sa copine qui va raconter partout qu'il est très performant. Quand il a dit, Kabibi, je t'appelle parce que le conseil que tu lui as donné, c'est de prier et l'abstinence. Moi, ce qui a guéri mon frère, c'était déjà l'abstinence. Ce qui est un combat très difficile pour quelqu'un qui est déjà envoûté et qui aime cette vie-là. Parce qu'en dehors d'être envoûté, tu aimes ça aussi. Tu aimes ça aussi parce que toi, tu es toujours à l'action. Moi, je l'ai lavé, il était petit, il était toujours debout. Mon petit frère là. Moi-même, je sais. Maintenant qu'il est grand comme ça, lui dire l'abstinence, c'est un combat incroyable. C'est un combat que lui-même, il a réussi en tant qu'être humain. Aujourd'hui que je te parle, il est fiancé. Il ne touche pas à sa fiancée. La fiancée, là, c'est une sœur en Christ. Il ne touche pas à sa fiancée. Ils sont dans la prière. Ils sont dans la prière. C'est une fille délivrée. C'est une fille qui prie. C'est une fille qui connaît les témoignages de son mari. Ils sont à 2 assis. Donc, ils sont en train de faire les procédures pour se marier. Mais comme ils doivent voyager, elle est en train de se battre pour qu'il la rejoigne au Canada et tout ça. Donc, il va la rejoindre avec sa fiancée. Elle dit, ce sont des gens qui sont vraiment dans la prière. Quand on voit notre... C'est pour ça qu'on l'appelle pasteur. Parce que c'était le voyou de la famille qu'il fait les films bleus, même les parents savent. Imagine ton enfant fait les films bleus. C'est lui qui a fait devenir notre maman chrétienne. Tellement qu'elle pleurait pour son fils. Maintenant, on va aller dans la famille de son papa. Son papa, je vous ai dit, ils étaient 4 chez eux. Son papa déjà, il a 11 enfants qu'elle connaît. Le petit frère de son papa, donc sur les 4, son papa a 11 enfants. Le deuxième, là, petit frère, il a eu 16 enfants, 16, avec je ne sais pas combien de femmes. Ça, c'est eux ceux qu'ils connaissent, les 16 là. Les filles des généraux, les filles des ministres, les filles de je ne sais pas quoi. Elle dit, mon oncle, Kabibi. Tu vois, nous, chez nous, les femmes se tapent pour les hommes de notre famille. C'est comme si c'est normal. Comme les femmes se battaient pour papa là, c'est comme ça que les femmes se battaient pour tous ses petits frères. Les femmes se cognaient les têtes pour leurs petits frères. Son petit frère a eu 16 enfants avec beaucoup de femmes à Kinshasa. Il n'a épousé personne. Le troisième, il a eu tellement de femmes qu'il est mort de sida. Le petit frère de son papa. Donc, il reste un. Le dernier là, le cadet, il a eu tellement de femmes. Les femmes ont fait les fétiches. Tu connais les femmes d'Afrique. Celle-ci veut, celle-ci veut, celle-ci veut. Elles ont tapé les fétiches jusqu'à ça lui a donné les troubles. Pourquoi ça lui a donné les troubles? Parce que toutes ces femmes-là, il les a laissées pour aller en Europe.
Il est parti au Maroc. Il voulait prendre la route du Maroc. Donc, la route du Maroc, là, apparemment, c'est une vieille route. Hein. Les gens viennent par là depuis longtemps. Elle dit son oncle est allé au Maroc pour venir en Europe. Il n'a même pas fait la traversée. Il ne s'est pas noyé. Quand il est arrivé au Maroc, toutes les femmes l'ont compris qu'il a fui. Il est en train de partir en Europe. Les fétiches l'ont tapé. Il dit, moi, mon oncle, hein, il est mort des fétiches. Les fétiches des femmes, il est au Maroc, il l'appelait, il disait, non, 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 je suis envoûté, tout ça. On l'a mangé par ces femmes. Tellement les jalousies. Il dit, tu vois, quand tu es un homme, tu as déjà 4 femmes qui te font les fétiches. Ceci tire ton cerveau, ceci tire ton intelligence. Tu deviens fou. Il est mort. Donc, mon père a perdu 2 petits frères. Mon père, son deuxième petit frère là, elle dit, tu vois, moi, mes enfants, j'ai des enfants qui sont plus grands que les enfants de mon père et les enfants de mon oncle, qui est le petit frère de mon papa. Moi, mes enfants sont plus grands que les enfants de mon papa, donc ce sont mes petits frères. J'ai des petits frères et sœurs qui sont plus jeunes que mes enfants. Pour te montrer que mon père, jusqu'aujourd'hui, il est chaud lapin. Bon, ils ont que différence de 17 ans. Notre sœur, elle aura 48 ans. Donc, son papa a 17 ans de plus qu'elle. Mais elle dit, son papa, il est toujours à l'attaque. Son papa n'est pas calme. Sa maman s'en fout de lui. Il est comme son frère. Sa maman ne s'occupe même plus de lui. Elle le voit comme son cousin. Il a commencé ça depuis qu'il était jeune. Elle prie. Elle s'en fout de son papa. Parce que son papa, il a la condamnation de sa propre maman. Ce qu'elle faisait à ses petits-fils, elle avait déjà fait ça à ses enfants. Elle dit, ça, ce sont mes oncles. Maintenant, je vais t'expliquer les enfants de mes oncles. Elle dit, tu vois, dans notre famille, si on part côté garçon, donc les enfants des frères de papa, on leur avait fait ça par la grand-mère. Si ils sont 20, en tout cas 18 sont des gigolos. Elle dit, chez nous, Kabibi, il y a des gigolos. Je suis même essoufflée. Tous mes cousins, ce sont des gigolos. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Parce que tout le monde a voyagé, non? Tout le monde peut prendre son chemin. Les enfants là qui sont les 16 de mes oncles, les 12 de celui-ci, les 13 de celui-là, là, ceux qui sont partis, se sont battus dans la vie, sont sortis. Les gigolos. Kabibi, moi, mes cousins sont des tireurs d'attaque, des attaquants. Chez nous, nous sommes déjà fatigués. Oh, la femme de tel est partie taper. Donc, ça a commencé chez nos grands-parents, chez nos papas. C'est normal. C'est normal. Ils épousent que des femmes sauvages, des femmes jalouses. Ils sont chauds, 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 chauds comme la sorcellerie. En tout cas, c'est la sorcellerie. Elle dit, tu ne peux pas, il n'y a aucune stabilité. Aucune stabilité. Les gens qui sont un peu normaux, ce sont les enfants des sœurs de mon père. Tu sais, la grand-mère, elle ne faisait pas ça aux enfants de ses filles. Parce qu'elle disait que ses filles, on les a épousées, elles n'ont qu'à aller dans leur famille, là où ils sont partis. On les a vendues, elles sont parties là-bas. Mais les descendants de ses fils, il n'y a personne qui est sérieux. Elle dit, elle est parmi les rares qui sont mariés. Elle dit, comme elle est même mariée qu'un seul mari, elle a ses enfants avec un seul mari. Elle est même l'exception de la famille. Elle dit, tout le monde a une vie elle dit, la débauche qu'il y a dans ma famille, tous les jours, c'est ça ma prière, de rejeter ça, que ça ne touche pas mes enfants. Mais ça ne va pas les toucher parce que mes enfants sont nés dans la sainteté, dans la chrétienté. Nous, on s'est connus chrétiens, on s'est mariés chrétiens, on est fidèles, on vit notre vie, on l'a construit, on a quitté l'Afrique du Sud, on est venu, nous sommes ensemble, nous sommes un, nous sommes unis. Il y a la vérité entre nous. Elle dit, mais les gens comme moi dans ma famille, Kabibi, ils sont à chercher avec la loupe. Condamnation. Condamnation. Elle dit, il y a des familles. Il y a des gens, tu les vois, il est en Europe, on l'a publié. Demain, il continue la même vie. Vous ne pouvez pas comprendre. Ça vient d'en haut. Son papa même était comme ça. Sa maman même était comme ça. Elle dit, tu vois, moi, comme je suis en Europe ici, je ne juge pas les gens. Tu verras une petite tête brûlée. Maman, c'est sa famille. C'est comme ça, c'est le lien de leur famille. Elle ne peut pas changer. Vous allez dire, ce garçon, il n'est pas intelligent. Il tombe sur des femmes bien. Des femmes, il ne va pas rester. Il ne peut pas rester tranquille. Lui, sa grand-mère lui faisait des bisous, lui disait que les femmes vont te sauver comme des fourmis. Tu seras un homme à femme. Tu vas rentrer dans des multitudes de femmes. Les femmes vont se taper. Il est bébé. Il est bébé. La mamie là viendra s'asseoir 3 jours, matin et soir, c'est comme la kir de prière. Elle va faire ça sur lui. Tu crois qu'il sera quoi? La dame d'aller là-bas, Lisa là, c'est elle-même qui connaît son état d'âme. C'est elle-même qui connaît, elle vient d'où? Elle dit, imagine une famille comme ça. Mais elle rend gloire à Dieu
pour son fils parce qu'elle dit que rien n'est perdu. Elle dit Dieu est fidèle, Kabibi. Les gens jeûnent pour leur mari, pour leurs enfants. Elle dit, moi, j'ai jeûné pour mon frère. Dieu m'a vu dans les cieux. Ce n'est pas mon enfant, il avait sa mère. Maman était chrétienne, mais je me demandais ce qu'elle est chrétienne comme moi, parce que maman, elle a grandi à l'Isala. Maman, c'est vrai qu'elle était l'enfant des protestants, mais quand elle s'est mariée, papa était catholique, elle a arrêté les choses des protestants. Elle n'a pas eu du mal à retourner, parce qu'elle a compris que la vie de papa même, il n'était pas pratiquant. Donc, on s'est allié avec maman, on a prié, mais moi, j'ai prié pour mon frère. J'ai jeûné 1 an pour mon frère et Dieu l'a délivré. Quand je vois mon frère aujourd'hui, je dis que Dieu existe et Dieu écoute nos pleurs, Dieu écoute nos voix percent, touchent la sensibilité de Dieu. Quand tu es sincère avec Dieu, Dieu te répond. J'ai pleuré, mon frère est venu me dire adieu. Imagine, tu amènes quelqu'un dans un pays, vous êtes à deux, lui vient te dire adieu qui va mourir. C'est ta responsabilité et moi, je suis la grande sœur de chez nous. Imagine à quel état j'étais. J'avais un mari, j'avais des enfants, mais j'ai jeûné pour mon frère. Elle dit, Dieu m'a répondu tellement favorablement que je ne sais pas ce que je peux lui donner. Et aujourd'hui, mon frère sauve des âmes dans ma famille, sauve nos neveux, sauve nos cousins, comme c'est un garçon. Il sait causer avec. Tu vas lui expliquer comment mon frère a tout fait dans la vie. Il a fait l'ambiance à qui il a fait l'ambiance en Afrique du Sud. Tu vas lui expliquer quoi? Donc, quand il attrape les petits là de la famille, commence à les prêcher, commence à les expliquer d'abord la vie. C'est un garçon déjà de matété, c'est un Yankee. Si tu vas aller sur les terrains Yankee, il est Yankee. Tu comprends? Maintenant, il t'explique la vie, il te montre ce que tu fais, c'est la bêtise. C'est mon frère qui est en train de faire ce travail-là dans la famille. Il est en train de faire ce travail-là dans la famille. Il y en a qui arrivent à convaincre, il y en a qui arrêtent, il y en a qui se donnent au Seigneur. Mais, en général, la famille, elle est encore sous domination. Mais c'est leur prière de tous les jours et Dieu va faire grâce. Elle a voulu partager ça pour dire que il y a des gens qui ont des comportements. Il ne faut pas seulement lui lancer la pierre. Voilà la source. Il y a une femme que tu vas épouser. Tu ne vas jamais la comprendre. Elle est condamnée. Elle est condamnée de génération en génération. Il y a des hommes, tu es marié à lui, tu te demandes même, tu vas te décaper, faire régime, faire les opérations. Le mari est dehors. Tu commences à te demander, il faut que je fasse quoi? Tu commences à douter, est-ce que moi vraiment je suis belle? Maman, tu es très très belle. Mais c'est lui d'où il vient, hein? Il est attaché. Le secret de ça, c'est les genoux, mains en l'air. Prie sincèrement, demande sincèrement. Il n'y a pas ce que Dieu ne peut pas délivrer. Kabibi, moi j'allais une fois dans la rue. Il y a un monsieur que je ne connais pas, un Congolais seulement. Il m'a arrêté, il m'a dit bonjour maman. Il dit bonjour papa. Je ne le connais pas, je vois c'est quelqu'un de l'église. Bonjour. Il dit ah maman, c'est toi la grande sœur d'Alex. Il dit oui. Elle dit en tout cas maman, merci pour le travail que tu as fait sur Alex. Alex, là, nous, on le connaît. Un voyou. Donc, ce sont les petits qu'on attendait seulement qu'on nous dise que le petit, là, il est mort. Il a fumé la drogue, il est mort. Alex. Maman, quand je vois que Alex, là, aujourd'hui, se promène avec la Bible, on a dit que toi, tu es servante. En tout cas, maman, félicitations. Elle dit, imagine un homme que je ne connais pas, qui m'a félicité sur la route pour le travail que j'ai fait sur Alex. J'ai dit, papa, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui l'a touché. C'est Alex lui-même qui est allé faire la repentance sincère. Alex lui-même qui a décidé de se donner à Dieu. Alex lui-même, il a choisi ce chemin-là. Parce que Alex, là, maman lui parlait depuis Kinshasa. Quand il est venu chez moi, il a fait les 6 mois là. On l'a mené à l'église, mais il était retourné. Le jour qu'il a décidé, Dieu a mis sa main, il l'a délivré. La délivrance, c'est d'abord toi-même. Il n'y a aucun pasteur qui va prier pour toi, il va te délivrer si toi, tu n'as pas la volonté. Si tu n'as pas la volonté d'arrêter, même si le pasteur qui a délivré, je ne sais pas qui l'a, vient prier pour toi, tu ne seras pas délivré. La délivrance, c'est toi-même, la décision. Quand Alex avait vu que maintenant il va mourir, il est venu me dire au revoir. Lui-même, il pensait que c'était les derniers. Donc, il est parti dire avec son cœur, parler avec son cœur et tout ça. C'est quand il a eu sa délivrance. Ce n'est pas le pasteur qui l'avait délivré, c'est lui-même qui avait la volonté d'être délivré, d'arrêter. Parce qu'il pensait que c'était la fin. C'est son histoire. Merci beaucoup, maman Hortense. Merci beaucoup pour ces beaux témoignages. Merci beaucoup pour cette histoire forte, en espérant qu'elle peut toucher une personne, qu'elle peut toucher une famille, qu'elle peut restaurer une âme perdue. Une personne qui se dit que c'est la fin. Moi, comme je suis seulement pute ici en Europe, moi, là, on m'a déjà vu sur tous les boulevards à Paris. Qui va même m'épouser, on me connaît. J'étais sur Internet. Mes photos ont circulé, on m'a publié et tout ça. Tu vois que c'est la fin. Ce n'est pas la fin.
La fin, c'est Dieu qui décide de la fin. Même si ton marabout t'a dit que c'est la fin, ta famille t'a appelé que tu as désobéi, c'est la fin. Ça, c'est eux qui ont dit. Ce n'est pas eux qui t'ont donné le souffle de vie. Ce n'est pas eux qui t'ont créé. Ce n'est même pas eux qui t'ont réveillé ce matin. Donc, la fin, hein, c'est Dieu qui la décide. Alors, aussi longtemps qu'il n'a pas décidé la fin, il y a l'espoir. Si tu as de la volonté, Dieu peut encore faire quelque chose. Mais pour que Dieu aussi fasse quelque chose, il faut que tu lui montres et tu lui dises que tu as envie qu'il fasse quelque chose. Alors, pour qu'il fasse quelque chose là, il faut que tu lui laisses la place dans ta vie. Il ne peut pas faire quelque chose quand toi, tu ne lui donnes pas la place. Pour que Dieu agisse, il faut qu'il voit que toi, tu as déjà tout laissé, tu comptes que sur lui. Parce que si toi, tu n'as pas laissé, tu dis à Dieu, tu pries ce matin, tu entres Bostre la nuit, tu entres je ne sais pas quelle chaîne de prière la nuit, les matins, tu fais des chaînes de prière, tu termines, tu appelles ta grand-mère, tu ne lui as pas laissé la place. Tu lui demandes de partager la place avec ta coutume. Dieu ne va rien faire. Mais quand il sait que tout ton espoir, ta détermination, ton envie, ton recours, ta base, ton point d'appui, c'est lui, c'est là qu'il s'élève pour ta faveur. Il s'élève pour ta vie. Il ne peut pas s'élever pour toi quand toi tu les partages. Dieu est un Dieu jaloux. C'est écrit dans la Bible, dans la parole. La jalousie de Dieu là, c'est qu'on ne le partage pas. Soit c'est lui, soit ce n'est pas lui. Alors c'est à toi de prendre la décision. Aujourd'hui, on t'a appelé pute prostituée. Ce n'est pas grave. C'est les hommes de cette terre, vivants à qui lui il a donné les souffles, hein, qui t'ont appelé comme ça. Mais lui, il t'a appelé qui? C'est ça qui compte. C'est l'appellation que Dieu te donne qui compte. Que nous, on t'appelle, je ne sais pas quoi comme on veut là. Nous sommes des humains. Mais toi, cherche à ce que Dieu te change l'identité à ses yeux à lui. C'est ça qui compte. Si Dieu change ton identité à ses yeux à lui, Dieu, nous, on sera là que pour obéir. On va seulement exécuter, on sera étonné. On va dire, seulement la Kabibi là qu'on voyait là. Seulement, les gens vont s'étonner jusqu'à ce qu'ils vont gommer l'ancienne image. Tu seras un témoignage dans leur maison. Ils vont commencer à parler de toi, tu ne seras pas au courant. Ils vont commencer à donner un exemple. Tu ne connais pas la fille là, Kabibi. La Kabibi là qu'on avait publiée, la Kabibi là comme ça. C'est seulement elle là. Tu seras un exemple. Tu seras un exemple et les gens vont parler de toi à ton insu parce que lui, quand il va changer ton identité, ce n'est pas toi qui vas prendre le micro pour dire « j'ai changé ». Non. Ça va se faire tout seul, naturellement. Les gens vont parler de toi. Les gens vont te donner un exemple. Tu seras un exemple concret que les gens connaissent. Alors, ne te condamne pas toi-même que moi, c'est fini. J'ai fait 5 enfants, 7 enfants, m'a laissé, on m'a jeté. Tout Paris sait que moi, vraiment, j'étais sur le monsieur là qui a les sida même. Et maintenant, moi, on a dit que moi, on m'avait publié. Et j'étais la femme de tel musicien. Maintenant, ça fait quoi? Ça, c'était avant. Tu étais dans le monde. Et tu étais dans le monde, tu as l'expérience du monde. Maintenant que ton expérience là, utilise-la pour fortifier les autres. Alors, avant de les fortifier, il faut que toi, tu te métamorphoses. Comme tu ne peux pas le faire seul, laisse-le te façonner. Laisse-le te façonner, qui te fabrique pour que toi, tu sois un témoignage de sa parole, de sa vérité, de sa présence, de son pouvoir, de sa force. Dieu, c'est un Dieu de tic au tac. Il change l'identité de quelqu'un si tu crois. Si seulement tu crois. Et si tu lui laisses l'espace et la chance d'agir dans ta vie. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Maman Hortense, pour ton témoignage puissant, édifiant. Merci pour cette belle histoire. Merci vraiment à ton frère d'avoir accepté de partager son expérience sur les réseaux sociaux. Je sais que ce n'est pas un papa de la team, mais j'espère qu'il va regarder cette vidéo. On le remercie pour ce grand témoignage. On lui souhaite beaucoup de bonheur avec sa fiancée, sa compagne, avec qui on espère ils vont se marier et ils viendront témoigner la gloire de Dieu, de dire qu'il a sorti du monde de l'impudicité, des multitudes de femmes et il a ramené à une seule femme fidèle avec qui ils vont créer une famille et il sera un exemple non seulement pour votre famille, mais pour tous les jeunes en général qui pensent que c'est fini, qui pensent que parce qu'ils dorment dans les bars, parce qu'ils tombent devant les terrasses, parce qu'ils sont voyous, parce qu'ils ont fait des prisons, on les a arrêtés, la police les connaît, qu'il n'y a pas d'espoir. Il y a l'espoir pour tout le monde. Dieu a dit choisis, de le choisir. Quand tu les choisis, tout devient nouveau. Tu deviens une nouvelle créature, nouveau en tout. Donc, tu as une nouvelle vie. Tu es né de nouveau. Né de nouveau, ce n'est pas te tremper dans l'eau. Né de nouveau, c'est né dans tout. Ta vie recommence à zéro. Tu deviens une... Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver tous branchés, connectés sur ma chaîne YouTube. Peace and love chez vous. Bye.